chargée de mission participation citoyenne, à la ville d'Angers. La ville d'Angers qui, assure la présidence du réseau national des budgets participatifs. Du coup, ce webinaire aujourd'hui, ben, il fait suite effectivement aux rencontres de Bordeaux qui se sont tenues là le 8 et 9 novembre. Heu et puis le sujet du coup qui nous rassemble, alors vous avez l'ordre du jour derrière moi, je vais me pencher pour ceux qui ne voient pas. Il va s'agir de la présentation de 4 outils de gestion et de suivi des projets de nos BP. Mais en fait, des outils dont l'usage pourrait, être beaucoup plus large, en fait, dans nos collectivités. Du coup, pour cette présentation, je vais laisser la main, au département de la Loire-Atlantique, à la ville de Toulouse, à à la ville de Lyon et à Open Source Politique. Mais avant, je vais inviter chaque participant à indiquer là dans le fil de discussion, la collectivité ou l'organisme auquel il est rattaché. Parce on a des noms, on a des invités, mais on connaît pas forcément la provenance, votre provenance. Donc, si chacun peut indiquer, son organisme ou sa collectivité de rattachement, ça serait chouette. Heu, du coup, également derrière moi, vous pouvez voir aussi le nom alors, je sais pas si c'est suffisamment grand, mais vous pouvez voir le nom des 4 outils qui vont vous être présentés et puis au milieu aussi, vous allez voir, on prévoit de faire une petite pause. On va faire 2 présentations, une petite pause, 2 autres présentations et à la suite de ça, il y aura un temps de questions. Et ce moment-là, on utilisera la petite main qui se lève pour ceux qui souhaitent poser une question et puis Marie-Claire, de Toulouse se chargera à ce moment-là de distribuer la parole. Mais, sachez qu'à la fin de ce webinaire, on vous enverra une synthèse de l'ensemble, à l'ensemble des participants, là, des éléments qui auront été développés pour chaque présentation. Et on ajoutera également une foire aux questions, donc toutes les questions qui n'auront enfin, auxquelles on n'aura pas pu répondre, durant le webinaire, hein, n'hésitez pas aussi à les inscrire dans le fil de discussion, pour, une réponse, en différé, quand on vous enverra effectivement la synthèse de ces présentations. J'espère que j'ai tenu ma promesse, d'une introduction, courte et synthétique. Ça va? C'était pas trop long? Et du coup, bah, je vais laisser la main à, Julien et Amandine du département de la Loire-Atlantique. Alors avec le micro, c'est mieux, Julien? Bonjour à tous, je vous merci d'être présent et merci à Karine, pour, d'être à l'initiative, de ce webinaire, car il nous intéresse tous, je pense. Donc, bon, pour, replacer un peu, dans le contexte, moi je viens du département de Loire-Atlantique, on a un budget participatif, de 2 millions d'euros, avec, des projets qui sont à 50 000 € maximum. Il y a 1 426 000 habitants à peu près, sur tout le département et c'est un engagement, d'élus, c'est un engagement stratégique, le budget participatif. C'est la première année que nous l'organisons, cette année. On vient de terminer la phase de vote et et donc pour vous donner un peu le contexte de ce budget participatif, dès le début, on a voulu, que les habitants participent, et notamment dès la rédaction où, on a fait en sorte qu'il y ait une concertation citoyenne sur la rédaction du règlement. Un des points forts aussi, c'est qu'il y a un comité citoyen qui, tout le long du processus, et des différentes étapes du processus, nous accompagne. Il est composé de 18 habitants qui avaient été tirés au sort sur 61 volontaires, 3 élus, dont un de l'opposition, 2 agents des services et un représentant du conseil de développement, du département. Heu, une des spécificités, du département, de ce budget participatif, c'est que l'instruction a été menée par 50 conseillers. On a fait le choix de faire participer, les services, les agents thématiques du siège et les agents sur le terrain.
pour accompagner les différents porteurs. Au total, on se retrouve avec 397 projets proposés. À la fin de l'instruction, il y avait encore 245 projets soumis au vote. Bien sûr, ces conseillers étaient en lien avec le service, mais c'est eux qui ont mené principalement l'instruction. Et donc, de fait, on a eu besoin d'un outil permettant à tout le monde de pouvoir avoir une visibilité et de pouvoir travailler en lien. Donc, ce que l'on a opté, c'est d'utiliser une base du logiciel Sphinx pour développer cet outil. Et ça a permis donc de déposer au début les informations des porteurs qu'ils avaient déposées lors de leur projet sur la plateforme. Donc on a recueilli toutes ces informations. Et ensuite, là où vraiment on a utilisé le logiciel, c'est au début de l'instruction, parce que les conseillers pouvaient, eux, mettre à chaque fois, quand qu'ils avaient une, pardon, un entretien, une discussion, un mail avec les porteurs, de pouvoir déposer les différents documents comme les devis, parfois les statuts, parfois les autorisations de mairie sur cet outil. Et ça a permis aussi de pouvoir, en fonction des critères du règlement, de pouvoir avoir une visibilité sur ce qui était possible, sur ce qui était, sur ce qui est rentré dans le règlement, ou des fois, quand il y avait des points un peu plus compliqués, de pouvoir voir ce qu'il manquait. Et ça a permis donc avoir une vraie visibilité tout le long du processus et de pouvoir faire le lien avec les différentes parties prenantes. Heu, ça a aussi permis de pouvoir faire des statistiques, de pouvoir faire des extractions au fur et à mesure, de pouvoir aider aussi à la visibilité pour les élus sur ce qu'il se passait. Donc, on voit bien que c'est un outil collaboratif de saisie avec de nombreux intervenants. Il y a différentes possibilités avec Sphinx. Je ne sais pas trop si vous connaissez un peu le logiciel de base. Et donc c'est un logiciel qui peut servir pour les enquêtes, pour les sondages, pour les concertations. Et donc il a été fait au fur et à mesure ad hoc du budget participatif. Donc là, ça c'est pour la partie globale de l'outil et du contexte. Je vais laisser la main à Amandine sur la partie plus technique. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter. Alors, j'ai fait quelques copies écran. Je ne vais pas vous montrer en direct l'outil, sinon c'est un peu compliqué. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc nous avons donc choisi d'utiliser un logiciel que nous avons déjà depuis plusieurs années au département, qui est donc un logiciel d'enquête et d'analyse, donc édité par le Sphinx Développement. Donc c'est un outil qui nous sert en fait dans différents services pour, principalement envoyer des enquêtes, des sondages, soit en interne, soit en externe. Et du coup, comme c'est un outil qui est assez complet, on a du coup décidé d'utiliser le logiciel pour justement créer l'outil de suivi et de gestion des projets. Donc en fait, nous lui avons donné un petit nom, donc qui s'appelle le phare. Et en fait, la base de l'outil, c'est que c'est une grosse base de données, en fait. C'est une base de données qui a actuellement, excusez-moi, j'ai écrit 2 x 2, qui a actuellement plus de 200 variables, sachant que au tout début, on a importé dans l'outil
toutes les données issues de la plateforme de participation citoyenne. Et puis après, on a rajouté au fur et à mesure des variables qui étaient utiles pour l'instruction. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont les variables de base qui sont d'ailleurs visibles actuellement sur la plateforme de participation. Donc, comme le titre du projet, sa date, la date de publication, le contenu, enfin voilà. Et donc ensuite, une fois qu'on a cette base de données, on donne des accès différents selon le profil de l'utilisateur de l'outil. Donc, on avait à la base défini deux profils. Un profil pour les conseillers qui sont des agents du département. Donc, sachant que c'est un identifiant et un mot de passe qui est nominatif pour les agents. Et un autre profil pour l'équipe projet qui, elle, va suivre les projets et donc visualiser des statistiques, voir en temps réel ce qui se passe au niveau de l'instruction. Voilà, donc il y avait ces deux URL. Et ensuite, il y en a une autre, mais là, du coup, qui n'est pas vraiment une URL, mais c'est pour administrer l'outil. Donc, je suis la personne, justement, qui administre l'outil. Donc là, oui, c'est un accès administrateur de base prévu déjà par Sphinx. Donc là, voici un exemple en fait de ce qui est l'accès à l'outil. Donc ça, c'est personnalisable comme vous le voyez. Donc il faut entrer un login et un mot de passe. Donc chaque utilisateur a un lien, une URL. Il a son mot de passe et son identifiant qu'il entre. Et ensuite, ça lui permet d'accéder à son espace qui est personnalisé selon le profil de la personne. Donc, voici donc l'espace qui est destiné aux conseillers. Donc là, les personnes qui vont instruire les projets. Donc, oui, du coup, vous n'allez pas... Je sais pas, sur cet espace, donc, il y a, on va dire, trois éléments différents. Complètement à gauche, vous voyez en fait différents onglets. Donc là, ce sont des onglets, on peut en créer autant qu'on veut. Ce sont des onglets qui vont permettre d'avoir une liste différente selon l'onglet. Par exemple, je peux faire une liste sur la liste de tous les projets et où en est le statut du projet. Une liste qui permet d'ajouter toutes les prises de contact que j'ai eues, que le conseiller a eues avec le porteur, donc dans accompagnement et suivi. Ensuite, il peut aussi donc instruire le projet dans instruction de recevabilité. Donc là, il peut dire, là, j'ai eu un contact avec le porteur, finalement, il abandonne son projet, donc je vais lui mettre un statut abandon. Donc voilà, donc ici, il y a deux façons pour le conseiller de renseigner, de renseigner les données. Soit il peut renseigner directement dans le tableur, sachant qu'on donne un accès à une colonne. On peut en fait, laisser en lecture une certaine... on peut laisser en lecture des colonnes et en modification une colonne précise où là, elle peut être modifiée par le conseiller. Et il y a également la possibilité, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt, mais il y a aussi la possibilité, au lieu de remplir les données directement dans le tableur, si la personne clique sur le numéro du projet qui est dans la première colonne, elle a accès à un formulaire qui est en fait l'équivalent d'une enquête. En fait, on lui pose des questions, il faut y répondre. C'est une autre façon de remplir l'outil. Voilà. Donc ça, c'est l'accès donc des conseillers. Ensuite, il y a un accès pour l'équipe projet ou les personnes qui vont suivre l'instruction, qui vont aussi coordonner. Et donc là, il y a une partie donc, où en fait, il y a différentes statistiques, sachant que là, les statistiques que je vous propose, juste en exemple, c'est en fait des statistiques qui ont été faites à partir de ce qui a été déposé sur la plateforme.
Donc ça, c'était les toutes premières statistiques. Et au fur et à mesure, des statistiques ont été créées pour voir en fait où en sont les projets éligibles, les projets, ben voilà, donc voir à peu près où est-ce qu'on en est en termes de coûts, en termes de... Voilà, il y a plusieurs données. Donc vous voyez sur la gauche, au niveau des statistiques, plusieurs statistiques ont été faites comme des focus sur les projets éligibles, par exemple. Et donc, vu que les conseillers renseignent les données, par exemple, voilà, en fait, tout est alimenté en temps réel. En fait, les statistiques, un conseiller va rentrer une donnée à 10 heures, à 10h01, si un membre de l'équipe projet se connecte, il va avoir toutes les données toujours actualisées. Donc là, un autre exemple en fait de ce que peut voir l'équipe projet, donc c'est un tableur pour suivre par exemple toutes les prises de contact pour les projets. Par exemple, on voit pour le tout premier projet, le numéro 2136, le conseiller a eu 5 prises de contact avec des dates. Donc, ça permet de voir au fur et à mesure, du coup, est-ce que c'est bon, le porteur a bien eu un échange avec le conseiller, ou alors on peut voir, par exemple, pour le 2138, il n'y a eu aucune prise de contact. Bon, après, là, en l'occurrence, c'est parce que le projet était non recevable, donc il n'y a pas eu de prise de contact. Donc voilà, ça permet de suivre en temps réel et de pouvoir réajuster avec le conseiller, de savoir ce qui se passe. Peut-être qu'il n'a plus de contact avec le porteur, pourquoi. Enfin, donc voilà. Donc alors, les avantages de l'utilisation de Sphinx pour créer, pour gérer, enfin, pour suivre des projets en budget participatif, donc bah, c'est de suivi en temps réel. C'est quand même très, très pratique. La data visualisation permet aussi effectivement d'avoir un rendu qui peut être facilement communicable voilà, au sein du département. La base est commune pour tous les utilisateurs, donc une variable est visible par tous les profils, mais du coup ce sera la même variable, donc il n'y a pas plusieurs fichiers qui se baladent, donc là il n'y a qu'une seule base de données. Donc, les données sont sécurisées dans le sens où, en fait, on ne donne accès soit en lecture, soit en modification à certaines variables. Et l'alimentation de la base de données, en fait, peut être faite avec des données externes à tout moment. Voilà, donc, par exemple, j'ai pu, à un moment, envoyer une enquête a été envoyée à tous les porteurs de projets pour leur demander une information X. Et ben après, je l'ai intégré, tout ce qu'ils m'ont, enfin, toute leur réponse a été ensuite intégrée dans l'outil. Les inconvénients en fait d'utiliser Sphinx pour cet outil, c'est qu'en fait, c'est un outil qui, à la base, n'est pas adapté pour ça. Donc, en fait, j'ai été accompagnée régulièrement par Sphinx. Donc, c'est un accompagnement qui est payant en plus, effectivement, de ce que nous payons pour l'outil. Donc, mais un accompagnement qui est quand même de qualité, mais voilà, ça a été nécessaire. Le paramétrage des variables non saisissables, ou enfin voilà, ça c'est pareil, c'est quand même quelque chose, il faut être très très vigilant. C'est pas simple du coup à mettre en place. Et là, du coup, comme nous étions dans notre premier budget participatif, c'est vrai que l'outil a été adapté au fur et à mesure. C'était quand même très très compliqué à gérer. Donc voilà. Merci Amandine et Julien. Oui, alors juste pour bon, Amandine ne vous l'a pas montré non plus. C'est vrai que là il y a un côté très tableur qui permet de rassembler les données, d'avoir une visualisation assez générale. La partie sur les onglets, qui a été plus utilisé par les conseillers, était un peu plus facile d'accès à remplir. Mais on ne vous l'a pas montré parce que il y a des données personnelles, voilà, ça aurait été pas forcément très visuel. Mais donc on voit tout l'intérêt de cet outil à ce niveau-là, c'est vraiment l'adaptabilité, et on a utilisé plein de fois, enfin ça a été un gros travail qui a été fait par Amandine à chaque fois de devoir faire avancer
en fonction des différents besoins, mais on voit que ça a été, au final, ça a été, très intéressant pour nous et puis aussi pour pouvoir, dans l'autre sens, de pouvoir, utiliser les extractions pour pouvoir renseigner ensuite sur la plateforme. Ça a voilà, ça a été un outil, très performant à ce niveau-là pour l'instruction et il y a il y a pas mal de bonus. Ce qu'on peut voir aussi, c'est le coût très réduit, par rapport à d'autres, des points forts, le coût assez réduit par rapport à d'autres, logiciels et le fait que, toutes ces données, comme, vu que c'est un SaaS, s'il y a eu un problème, à un moment, on a des sauvegardes qui sont faites. Donc, il y a peu de chances qu'il y ait un gros problème, lors de l'instruction. Voilà. Je me permets juste, Oui. du coup, il y a eu 2 questions sur le coût, effectivement, on en a pas Mmh. parlé. Donc en fait, alors nous, c'est vrai que c'est un coût au niveau départemental, on est quand même plusieurs services à l'utiliser. C'est environ 15 000 € par an. Et l'accompagnement dont j'ai bénéficié en plus, c'était des accompagnements de 4 heures et alors c'était aussi lié au marché. Alors, du coup, c'était peut-être différent selon. Moi, c'était un coût de 700 € pour 4 heures d'accompagnement avec une personne, du coup, en visio, qui faisait aussi même à la place, donc voilà, je précise, ça quand même. Et par rapport au fait, est-ce que les documents sont exportables, en une seule fois? Non, on peut Si, si, c'est on pas peut comme le faire. ah si on peut? Ah d'accord, on l'a pas utilisé vraiment comme ça. On les moi j'ai là, pour vous donner un ordre d'idée, quand, moi je vérifiais l'instruction, sur chaque projet. Donc, je regardais quels étaient, les contacts, les différentes prises de contact qu'il y avait eu, les avis, du conseiller. Est-ce qu'il pensait que tout était bien, tout était facile? Est-ce qu'il y avait peut-être quelque chose à regarder? Et ensuite, moi, je vérifiais, les devis. Donc, un par un, je regardais si les devis, si ça correspondait à la somme, si, voilà, donc ça permettait aussi un double contrôle, à la fois, du conseiller qui accompagnait, et qui pouvait lui voir, parce qu'il ne fait pas que ça, se rappeler, voir ce qui a été mis, au fur et à mesure et moi, à la fin, de pouvoir voir sur l'ensemble de l'instruction, est-ce qu'il n'y avait pas des éléments qui manquaient? Est-ce qu'il n'y avait pas des points, à redemander? Donc voilà, mais c'est du de fait, les fichiers étaient à cet endroit-là, faciles à retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions, directement liées, Il reste 2 minutes. et Du coup, enfin moi je vais, peut-être, préciser parce que Sphinx, le coût, ça dépend du nombre d'utilisateurs, hein. oui. Oui, Donc, quand, ce que tu as annoncé comme tarif, Amandine, ça correspond à l'usage du département. oui, complètement. Voilà. Mais on n'a pas de détails là-dessus, par contre, hein. Ouais. Ouais, nous, notre mission, donc, nous, la ville, a ce logiciel, et quand on a voulu, nous, la mission, avoir une session dédiée, pour nous, je crois qu'on était sur, 700 € à l'année, un truc comme ça. Mais parce que le logiciel était déjà acquis par la ville, quoi. Donc c'était pour une session supplémentaire. Bon, ça remonte un peu, hein, donc, j'imagine que ça n'a pas, descendu le tarif. Donc, Pour une dernière question avant, l'intervention de Toulouse, il y a Maure Charlotte qui lève la main. Charlotte? Pardon, Ouais. excusez-moi, c'est une erreur. Désolée. Du coup, je propose à Toulouse d'intervenir, sachant qu'après, après Toulouse, il y aura 10 minutes aussi, pour pouvoir, potentiellement poser d'autres questions. Allez, on y va. Bonjour, bonjour à tous. Emmanuelle Jacomet, donc mairie de Toulouse et Toulouse Métropole également. Je suis responsable du pôle participation citoyenne au sein de la direction Action territoriale. Donc, on va vous faire aussi une intervention à 2 voix, voire 3 si Marie-Claire aussi souhaite préciser des points. Donc, avec ma collègue Asnia, on va vous présenter l'outil qui permet de suivre les opérations du budget participatif. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement parce que le but, c'est pas de
de parler vraiment de toutes les étapes du budget participatif que la plupart vous connaissez bien. Peut-être que du coup, je propose que Marie-Claire vous mette dans le fil de discussion notre page plateforme participation citoyenne, donc où nous avons tous les éléments sur notre démarche budget participatif, donc sur jeparticipe.métropole.toulouse.fr. Vous retrouverez comme ça l'ensemble de ces éléments. Mais du coup, pour une petite présentation rapide du contexte budget participatif, à Toulouse, on en est à notre 2e édition. En fait, on a commencé par une édition expérimentale sur les quartiers politiques de la ville en 2019. Et fort de cette expérience, le maire de Toulouse a souhaité l'étendre à l'ensemble des quartiers de Toulouse en 2021. Et donc là, en octobre, c'est tout récent, en octobre 2023, nous avons lancé notre 2e édition du budget participatif. Sur ces 2 éditions, nous avons donc une enveloppe de 8 millions d'euros. C'est 1 million pour le budget expérimental, mais là, c'est 8 millions d'euros à répartir donc sur l'ensemble des quartiers toulousains. Toulouse, c'est à peu près 500 000 habitants, ce qui fait une enveloppe à peu près de 16 euros par habitant. Donc, ce budget participatif, c'est un engagement du maire, comme j'ai dit, sur ces démarches de participation citoyenne. Donc, tous les Toulousains sont invités à déposer des idées pour leur quartier, pour améliorer donc la vie de leur quartier. Nous, le but aussi, et c'est sur ces 2 éditions également, il faut qu'il y ait une majorité d'idées écologiques, donc en faveur de la transition écologique, qui permettent aussi de répondre aux enjeux du plan climat que nous avons au sein de Toulouse Métropole. Quelques chiffres clés sur la première, je fais un zoom sur la première édition de ce budget participatif. Il y a eu 1600 idées qui ont été déposées sur la plateforme Je participe, 790 et quelques ont été recevables. Il y avait à l'époque donc 75% qui étaient identifiés comme écologiques. On a eu 976 contributeurs en ligne. Sur ce travail-là, donc après, on a vu une étape de participation où des membres des ateliers citoyens écologie, puis ensuite les bureaux ont priorisé, choisi l'ensemble de ces idées par quartier pour arriver à un final après l'étape de faisabilité, 200 idées au vote ont été proposées, 200 idées de projets ont été proposées au vote, soumis donc au vote des Toulousains pendant un mois en octobre 2022. Il y a eu 4 532 votants. Et donc, résultat de ces votes, sur les 200 idées, 83 projets ont été lauréats et donc 85% relevant de la transition écologique. Donc voilà, 83 projets qui font 8 millions d'euros. Voilà en gros sur le contexte de ce budget participatif, de cette édition. Du coup, nous, on est arrivé, voilà, les idées arrivées sur la plateforme Je participe. Sur cette première édition, on était tout simplement avec des tableaux Excel qu'on devait partager en plus avec nos équipes au sein des territoires qui étaient là pour vérifier la recevabilité par rapport au règlement qu'on avait donc adopté. Donc, on faisait des allers-retours sur les tableaux Excel. Ensuite, pareil, des allers-retours via les directions métiers qui sont en charge de piloter ensuite ces idées. Donc, on dit, bon, là, il faut vraiment qu'on puisse avoir un outil digne de ce nom pour le suivi des opérations du budget participatif. Et donc, au sein de la collectivité, il existait, donc c'est vraiment pas un outil qu'on a déployé dans le cadre de notre démarche du budget participatif, mais il existait déjà au sein de la collectivité. C'est l'outil qu'on a appelé SPAM, l'outil de suivi du programme d'action du mandat. Et il permettait, cet outil, de faire le reporting de toutes les actions de la collectivité, donc en termes d'avancement, jalons, météo, indicateurs, transversalité, et harmoniser. Donc, ça nous permettait d'harmoniser les décisions, les éditions de ce suivi du suivi des opérations. Donc, c'est un outil vraiment général de suivi du plan d'action. Il a été acquis donc par la collectivité, notamment dans le cadre du suivi du plan d'action du mandat et également du plan climat. Donc, je vais moi passer la main rapidement auprès d'Asnia pour qu'elle vous explique un petit peu mieux l'organisation et de cet outil. Donc,
pour l'édition 2021, on s'est raccroché en cours d'édition à cet outil. Donc voilà, tandis que là, pour l'édition 2023, dès le début de l'édition, on va fonctionner avec cet outil de programmation du mandat. Asnia, je te laisse du coup. Alors, je vais vous partager peut-être quelques diapos qui vont nous permettre de suivre. J'espère que vous voyez. Je peux me mettre en mode diapositive. Hop. Asnia, je te laisse compléter. Oui, Surtout donc, sur l'objectif de cet ouais. outil. Ok. Donc, bonjour, moi je suis Asnia Amier. Je suis chargée de mission auprès de l'administration générale pour le suivi du programme d'action du mandat. Et donc, les idées dans mon quartier viennent intégrer tout le dispositif qui avait été déjà mis en amont pour suivre l'ensemble des opérations qu'on mène au sein de notre territoire. Donc, comme l'a dit Emmanuel, l'outil existait déjà dans la maison. On l'a juste réadapté pour pouvoir répondre à l'ensemble des actions qui sont menées au sein de nos deux collectivités, puisqu'on travaille au niveau de la ville et on travaille également au niveau de Toulouse Métropole. Donc là, en fait, dans le dispositif actuel, on est à plus de 1700 opérations, donc 1700 actions, dont sur la version 1 du budget participatif, on a 80 opérations qui sont en cours de suivi. Et donc là, comme l'a dit Emmanuel, on attaque la nouvelle version du budget participatif. Donc ces opérations-là vont être intégrées de la même manière qu'on mène au niveau des actions. Le but était d'avoir juste une information centralisée et un seul outil de reporting et de suivi, quelle qu'elle soit, quelle coopération ça puisse être, que ce soit une idée dans mon quartier ou une action de notre mandat. Donc là, dans cette première diapo, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on y a intégré donc tout ce qui est engagement de campagne, mais également, alors je ne sais pas si c'est les mêmes termes chez vous, mais toutes les actions qui sont liées au programme pluriannuel d'investissement métropolitain et la ville, mais également tous les plans d'action qu'on gère au sein de nos collectivités, tels que le suivi du plan climat, du plan eau, du plan arbre, etc. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment les idées dans mon quartier sont intervenues, ont été intégrées dans le dispositif. Donc ça, c'est vraiment la présentation de l'outil SPAM, tel qu'on l'a aujourd'hui. Tu peux passer, Emma? Alors, autant sur la V1, le budget participatif s'est intégré, on est arrivé dans leur process, on va dire un petit peu en bout de chaîne. On a intégré les idées qui ont été votées. Oui, je pense que c'était au moment où ça a été voté, où on a intégré toutes les actions, les idées dans mon quartier qui ont été validées dans le dispositif du SPAM. Là-dedans, on a toute l'administration dans ce dispositif. Je vais vous montrer, je vais vous faire une présentation. Toutes les directions, tous les DG ont leur feuille de route en fait. Et donc le but étant, c'est que ces idées qui ont été votées dans le cadre du budget participatif viennent intégrer et compléter leur feuille de route. On n'allait pas leur demander de suivre des actions sur deux dispositifs qui sont différents. Que ce soit une idée dans mon quartier ou déjà une action qu'on mène ou un engagement de campagne, on le suit de la même manière, puisqu'on harmonise tout notre traitement, tout notre travail. Alors, comment nous, on pilote le budget participatif sur cette nouvelle version, puisque maintenant, on a mis en place un process dès le début. Il y a différents acteurs. Donc là, vous allez retrouver les différents processus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a la DAT, donc là où l'équipe Emmanuel, Marie-Claire, Marion appartiennent, qui vont, eux, piloter, qui sont direction pilote des actions du budget participatif. Dès lors qu'elles ont été votées, elles intègrent la feuille de route de la direction. Et c'est la direction qui doit piloter l'opération. Si je prends planter un arbre, ça sera notre direction, la DJEV, qui va la gérer. Donc, elle va la voir apparaître automatiquement, tout comme les autres actions. Donc, ça, c'est un petit peu pour vous expliquer à quel moment le budget participatif intègre notre démarche. On peut passer. Oui. Et là, du coup, on reste là-dessus ou tu veux prendre la main sur l'outil carrément, comme tu veux? Ouais. Alors, là, juste pour vous montrer, quand on a dit on harmonise notre démarche, que ce soit une action des idées dans mon quartier ou une action qu'on mène au sein de nos collectivités, on a harmonisé aussi tout le reporting. C'est-à-dire que sur n'importe quelle typologie de politique publique,
on a demandé, du moins, on a formaté un document qui se génère automatiquement par le biais de l'outil Ceval Pro, parce que le spam, c'est un module de Ceval Pro. Automatiquement ces fiches qui transitent un petit peu partout, tant au niveau de l'administration qu'au niveau politique, et qui permet de rapidement avoir une vue synthétique d'avancement de nos opérations. Donc là, je vais prendre la main, oui. Je vais vous présenter l'outil. Attends, je vais... Hop, pardon. Échappe. Je lève mon partage, c'est bon. Alors, l'outil s'appelle Ceval Pro. Cet outil, c'est un outil qu'on a dans la maison depuis une quinzaine d'années maintenant et on l'avait acquis pour pouvoir suivre le plan climat et le PLPD, le plan déchets. Donc, en fait, quand on a mis en place SPAM, un coût d'investissement, on était, comme toutes les collectivités, hein, un coût d'investissement le moins possible. Et donc, en fait, on s'est raccroché au dispositif qui existait et on s'est créé notre propre petite bulle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil-là va vous servir non seulement à suivre vos idées dans mon quartier, mais peut également servir pour d'autres plans d'action. C'est plusieurs modules. Donc là, le spam, très rapidement, quand les directeurs, alors on appelle ça des contributeurs. Quand les contributeurs vont se connecter dans le dispositif, ils arrivent sur cet écran-là. Ils vont pouvoir sélectionner la direction générale à laquelle ils appartiennent et la direction pilote. Là, je vous donne une vue d'ensemble de l'ensemble des opérations du budget participatif de la première version, donc les 83 idées qui ont été votées. D'accord? Et elles sont chacune rattachées à des politiques publiques et à des thématiques, puisqu'on se calque sur l'organisation politique de nos collectivités. On va y retrouver ici l'ensemble des éléments qui ont été saisis par nos contributeurs. Donc là, on est sur vraiment, je ne suis pas rentrée encore dans l'opération où je vais la actualiser, mais vraiment sur une vue synthétique de toutes les informations qui ont été saisies. Cette vue synthétique, on va pouvoir la remonter sous Excel. Et donc derrière, si vous avez des traitements à faire, vous pouvez retraiter l'ensemble des éléments. Maintenant, je vais dire, je veux une opération spécifique. Moi, je suis directeur je dis n'importe quoi, de la direction des jardins et espaces verts ou la direction des pôles. Je veux pouvoir aller suivre mon opération. Je vais cliquer 2 fois là-dessus et il va m'ouvrir ma fiche. Donc là, je vous prends un exemple d'idée dans mon quartier, qui est, si vous l'avez bien compris, qui est vraiment confondue dans la feuille de route, tout comme les autres opérations qu'on mène dans le cadre de nos directions. Donc, sur cette opération-là, le premier écran, alors c'est ce qu'on appelle le cockpit. C'est l'ensemble des éléments qui ont été saisis et qui vont permettre de donner rapidement une visibilité d'état d'avancement de l'opération. Donc là, c'est le tableau de bord. L'outil Ceval Pro va permettre plusieurs petits onglets comme ça. Nous, on a voulu vraiment faciliter, dans le cas du suivi des actions qu'on mène, d'avoir des éléments clés, des critères qui peuvent facilement pouvoir donner de la visibilité sur nos opérations. Donc, on a un onglet description. Dedans, on peut identifier plusieurs objets. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, différents objets qui permettent de qualifier un petit peu l'opération, son petit descriptif, où c'est qu'elle va être positionnée, s'il y a un montant d'investissement, quand est-ce que ça va être réalisé. Donc, tous ces éléments-là sont saisis par les directeurs ou leurs assistantes pour donner rapidement de la visibilité sur qu'est-ce que fait cette opération. Un deuxième onglet qui va permettre de définir nos acteurs. Nous avons bien évidemment des acteurs internes, donc là c'est l'organigramme de nos collectivités, et des acteurs externes, puisqu'on communique au travers de ce dispositif et également aux politiques par rapport aux feuilles de route qui les concernent. Donc on identifie l'ensemble des acteurs qui tournent autour de nos projets. On a un petit espace documentaire dans lequel on va demander, du moins, si le contributeur souhaite apposer à notre document, à notre opération, des documents type un comité de pilotage, une cartographie, une note de presse, etc., il a la possibilité de venir l'insérer dans cet onglet-là. Les jalons. On est sur les étapes phares d'un projet. Alors, pour ceux qui font de la conduite de projet, on n'est pas sur du planning de Gantt. On n'est pas sur un planning détaillé, on est vraiment sur un outil de reporting. Et donc là, d'un seul coup d'œil, on est en capacité de dire où en est notre projet, du moins, les étapes de nos projets. C'est-à-dire la date de début, la date de fin, une concertation, une réunion publique, un comité de pilotage, une pose de première pierre, une inauguration, etc. Tout ça, c'est les différents jalons dès la lecture de notre opération qui va nous permettre de savoir où j'en suis et quelles sont les prochaines étapes de projet.
la météo, donc ça vous le voyez généralement dans tous vos reportings, là on demande à chaque contributeur de pouvoir donner la tendance. C'est-à-dire aujourd'hui, ben, je suis bloquée sur un projet, sur la mise en œuvre d'une opération parce que j'ai un problème de procédure, parce que j'ai un problème de financier, etc. Donc là, ils vont faire vivre l'ensemble de leur opération et nous donner une tendance juste en lecture pour savoir où on en est de cette opération et si on est bloqué ou pas avec le soleil, la pluie, etc. Et toujours la possibilité, et on sait ce qu'on demande aujourd'hui au directeur, c'est si on a la pluie, il faut expliquer pourquoi. Si notre projet n'avance pas, il faut pouvoir l'expliquer. L'onglet avancement, donc là, on a toutes les phases d'avancement d'un projet, de sa phase d'étude à sa phase de réalisation jusqu'à ce qu'elle soit terminée et évaluée. Donc là, nous, dans l'outil, on historise toutes les phases. Par contre, quand on fait du reporting, on prend la dernière phase. C'est la photo à tel jour de l'état d'avancement de mon opération. On peut apposer des indicateurs également pour chacune des opérations. Donc là, on a un suivi d'indicateurs quand l'opération, on nous a demandé de faire un suivi renforcé. Sur celle-là que je vous ai pris, il n'y a pas d'indicateur, mais vous avez la possibilité aussi de pouvoir positionner des indicateurs ici et qui permettent de dire où vous en êtes sur les actions que vous menez, surtout quand c'est des indicateurs quantitatifs. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on harmonise. Une fois que nos contributeurs ont saisi l'ensemble des éléments, automatiquement, une fiche projet avec l'ensemble des éléments qui sont précisés dans l'opération se génère. Voilà. C'est ce que je vous ai mis dans le commentaire. Et on a, avec d'un seul coup d'œil, un petit descriptif. À gauche, les éléments qui vont nous permettre c'est les éléments qui ne bougent pas et qui vont nous permettre de savoir comment nous, on a modélisé notre opération. Et à droite, les critères qui vont nous permettre d'évaluer l'état d'avancement des opérations avec la météo, l'état d'avancement, les jalons, les acteurs, etc. Donc là, on est vraiment sur comment on fait du reporting autour de nos opérations. Je vais prendre le PowerPoint. Oui, vas-y. Donc, on était sur cette phase-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de l'outil SPAM qu'on a utilisé, on a bien évidemment une gouvernance. C'est un outil qui est porté par l'administration générale, mais également par le politique. Donc, tout ce qui émane de cet outil, donc toutes les opérations, plusieurs comitologies tournent autour pour pouvoir répondre à des objectifs qu'on doit mener. Concrètement, là, Emmanuelle, elle a un comité de pilotage autour des idées dans mon quartier. Alors, je crois que c'est tous les 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. 3 mois à peu près. Voilà. Le but étant, c'est qu'on lui mette à disposition un état. Pardon, Oui. Asnia, on te demande, est-ce que tu peux mettre en plein écran la diapo? Ah, pardon. Voilà, c'est déjà effectivement assez petit. Non, pardon. Non, en bas, sinon tu l'as à côté du... Voilà, super. Donc, oui, alors autour du spam, là, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs comitologies. Donc, pour les idées dans mon quartier, donc Emmanuel rencontre et fait part de l'état d'avancement de ses opérations tous les 3-4 mois. Et nous, également, dans le cadre du SPAM, comme on a aussi nos actions du mandat, on a le plan de transition écologique qui va être dans le plan climat, etc. Chacun, à un moment donné, va pouvoir avoir l'ensemble des éléments et leur état d'avancement en fonction des comitologies qui sont menées autour de ce SPAM-là. Et avec ces fiches opérations qui sont des supports. Je ne sais pas si on le montre celui-là. Oui, c'est un Ouais. tableau voilà, qui permet de faire le reporting, soit par mois, comme tu nous l'as fait, ou soit par direction. Ce qui permet aux équipes d'aller soit vers leurs élus, soit vers leurs interlocuteurs métiers. Ils sortent la liste, par exemple, de toutes les opérations. Alors là, si on parle, on est dans le cadre du budget participatif, donc espace vert, ben, ils sortent voilà, la liste des X opérations qui concernent la direction espace vert, et ça leur permet de faire un suivi, ben, là où on en est, pourquoi ça bloque, là ça va démarrer. Enfin, donc c'est vrai que ce tableau est très important, on s'en sert quand même beaucoup pour faire voilà, ce suivi d'opération
dans le cadre du budget participatif, même si, comme le répète Asnia, dans la collectivité, il y a tout un ensemble aussi d'opérations. C'est bien les directions métiers pilotes qui le mettent à jour. Nous, là, au bout d'un moment, l'équipe, on va dire, autour de la démarche du budget participatif, mes idées pour mon quartier, on n'est plus, voilà, on n'est plus garant, nous, des informations. Ce sont vraiment les directions pilotes opérationnelles qui mettent à jour ces opérations, les infos dans l'outil. Oui, parce que ça devient une action comme n'importe quelle action qu'ils mettent C'est dans ça. leur feuille de route. Donc, Ouais. voilà. Et peut-être dire aussi, Asnia, que là, effectivement, on s'en sert pour suivre les fameuses 83 idées qui ont été lauréates dans le cadre du budget participatif Mes idées pour mon quartier, mais on y a quand même intégré l'ensemble. Je vous ai dit, il y en a eu dans le cadre de la précédente démarche 1600 et quelques. Elles y sont toutes. Même si après, forcément, elles ne vivent plus puisqu'elles n'ont pas été lauréates, mais quand même, elles sont stockées au sein de cet outil. Oui, elles sont identifiées. Alors là, vous allez voir ici, il n'y a que les 83 idées. Parce que moi, alors oui, dans l'outil spam, ici, je ne vous l'ai pas montré, toute la barre qui est là en blanc en dessous des colonnes, c'est des outils comme sous Excel ou comme n'importe quel tableur sur lequel on peut faire des filtres. Donc là, j'ai fait un filtre en disant je veux toutes les idées dans mon quartier, donc tout ce qui est, alors hop, tout ce qui est mon budget participatif 2021-2022 et qui ont un statut qui est différent de abandonné. D'où j'ai mes 83 idées. Si j'enlève ce statut-là, je vais me retrouver avec les 1607 idées, ou je ne sais plus combien en totalité, dans le spam. Voilà. Et puis là, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de faire tous vos filtres et de regarder celles qui sont en cours de réalisation, celles qui sont terminées, celles qui ont une météo plutôt satisfaisante, pas satisfaisante, celles qui sont autour de mathématiques, l'écologie en ville, celles qui sont, qui ont, alors, je ne sais pas, mais c'est pour vous montrer un petit peu, celles qui sont localisées dans tel et tel quartier. Voilà. Toutes ces colonnes-là ici, elles C'est très sont... complet. Ouais, c'est très complet. Voilà, c'est très complet. Et de cet écran-là et de tous les filtres que vous faites, vous avez toujours la possibilité, au-delà du reporting que je vous ai montré tout à l'heure, de le remonter sous Excel et puis après de faire vous-même d'autres filtres. Du coup, comme je vois que l'heure Il est avance, 6h22, ouais. est-ce qu'il y avait d'autres éléments à présenter à la fin du diaporama? C'était surtout des éléments techniques, donc soit Oui. on peut y revenir, soit vous l'aurez à travers, je pense, c'est ça Karine, les éléments qu'on va vous donner à tous. Du coup, il est 10h23. Je vous propose d'avoir au moins 10 minutes de questions-réponses sur les 2 interventions qui ont eu lieu. Voilà, donc à 10h30, ce sera Lyon qui interviendra, donc, ou avant, si vous n'avez pas de questions et que vous ne voulez pas faire de pause. En tout cas, sur le chat, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être l'outil gratuit ou payant. C'est vrai que c'était une question pour Loire-Atlantique. Je crois que Toulouse n'y a pas répondu. Non, c'est un outil payant, bien évidemment, mais c'est un outil qui était déjà dans la collectivité, en fait. On est juste venu se greffer. Après, on l'a adapté pour intégrer les idées dans mon quartier. Et là, on était sur des budgets. Alors, le budget global, on était sur 8 000 € sur l'outil. Mais quand on a intégré le budget dans mon quartier, les idées dans mon quartier, ça a été, je crois, un investissement de 1 400 €. Voilà. Et maintenant, on a tous les scripts. Alors, par contre, c'est la direction du numérique, donc c'est notre DSI à nous, avec qui on travaille en étroite collaboration, qui a tous les éléments maintenant pour essayer de se détacher complètement de la dépendance qu'on a avec le prestataire. Et tout comme vous, on a une liste d'utilisateurs, ce que j'appelais les contributeurs bien définis. Est-ce que les documents sont intégrables et exportables? Il me semble que tu avais répondu à Asnia, mais peut-être il y a besoin de précision. Ah oui, oui. Dans chacune des opérations, ici, C'est Anne Sinotti qui, donc si jamais il y a des précisions apportées à la question, Anne Sinotti, tu peux prendre la parole. On peut rajouter, c'est ça, à tout type de pièces jointes, Asnia, dans l'opération? Oui, quand je suis dans cet onglet-là, documents, il m'ouvre là, ici, type de document. Et là, vous allez chercher tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme type de document. Des courriers, des plans, exactement, de la cartographie, des notes de presse, voilà. Et tout remonte, voilà.
Oui, juste, c'est moi qui ai posé la question. Bonjour à tout le monde. Ce qui m'intéresse toujours, c'est que oui, dans ces outils, on peut intégrer des documents, mais après, si on veut, une fois que on veut les récupérer sur chaque projet, il faut le faire un par un. Il n'y a pas d'exportation possible, de passerelle, parce que s'il y a beaucoup de projets, ça demande toute une manipulation si on en a besoin après dans d'autres outils, par exemple. C'est la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir des exportations? Alors, les exportations des données, il y en a toujours, mais quand on a attaché des documents, est-ce qu'on est obligé d'aller projet par projet les récupérer? C'est Ah ça, oui. oui, oui. Ah oui, 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 oui. Il faut Oui, on n'a rentrer dans pas la un- fiche. Oui, il faut Oui, rentrer merci. dans la fiche, en fait. On n'a pas la possibilité de faire des exports de toutes les opérations, de tous les documents qui sont liés à tant d'opérations. Oui, Et du, merci. et du coup, pour Sphinx, là, par contre, on peut exporter soit un document, soit tous les documents d'un projet, soit l'ensemble, l'intégralité des documents de tous les projets. Voilà. D'accord, merci. Il y a une question aussi qui peut être répondue par Loire-Atlantique et Toulouse, c'est est-ce que vous recevez des notifications lorsque les collaborateurs, contributeurs ajoutent des éléments ou une alerte, par exemple? Non, on n'est pas sur la logique de noyer par mail, là, c'est pas possible. Et comme je vous l'ai dit, alors concernant Toulouse, je laisserai mes collègues présenter au niveau de leur collectivité. Le but étant, c'est que on a intégré les idées dans mon quartier avec les actions. Il y a beaucoup de comitologie derrière. Il y a énormément de gouvernance. Donc, en fait, aujourd'hui, cet outil-là, ça devient leur outil de management. Ça devient leur outil, l'outil qui est utilisé dans toutes les strates, que ce soit politique ou niveau stratégique. On ne peut pas, on peut pas mettre des pushes comme ça d'informations, sinon, je veux dire, en termes de messagerie, on a plus de 250 utilisateurs. Je vous dis pas les flux. On n'est pas du tout sur cette logique-là. Ils sont responsables. Chaque directeur, chaque DG est responsable de sa feuille de route. Avec toute la comitologie qui a été mise en place derrière, ils doivent rendre compte très régulièrement, puisque de ça, on s'en sert pour faire nos conférences de presse, etc., très régulièrement leur action. Et nous, Euh, Pardon, vas-y, Amandine. Non, je voulais dire juste pour le côté technique sur Sphinx, nous, on n'a pas mis en place de notification, mais il est possible si, alors, comme je vous disais, il y a deux façons de renseigner, soit directement dans le tableur, soit sur un formulaire. Si on peut mettre une notification si un formulaire est rempli et enregistré. Quand on clique sur enregistrer, on peut programmer des notifications envoyées à telle ou telle personne. Ça, c'est possible, mais nous, on ne l'a pas utilisé. Et une petite précision, moi, je voulais, c'était le fait que déjà les données, bon, il y a 70 personnes qui sont dessus, donc c'est des données qui sont protégées par la CNIL. Enfin, il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Au niveau du RGPD, c'est quand même une notion importante dans ces outils de suivi. La question s'est posée peut-être d'accessibilité au comité citoyen. Bah, de fait, non, parce que ça pourrait poser un problème. Et nous, on ne l'a pas montré là, mais on est en train de réfléchir à la phase de réalisation en utilisant la même base, pas dans la continuité, mais en utilisant la même base Sphinx pour pouvoir faire dans la réalisation. Voilà, on ne vous l'a pas présenté parce qu'elle est en cours de construction. Voilà. Il est 10h29. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'enchaîner par l'intervention de Lyon et ensuite Open Source Politics. Et On va ensuite, faire une petite pause, Marie-Claire. Ah oui, 10h20, de 10h30, oui, d'accord. Bah, s'il n'y a Une pas d'autres pause. questions, on fait la petite pause maintenant, on se dit 10 minutes. Oui. Du Ça coup, vous va? l'intervention de Lyon à 10h40. OK. À tout de suite. À tout de suite.
Bon, il est 10h40. Je ne sais pas si tout le monde est revenu. Il y avait peut-être embouteillage, pour la pause technique? Non, je Revenu, OK. On démarre, Hélène, du coup? Ouais, c'est parti. Vous m'entendez bien? OK. Oui. Déjà merci pour les intervenants, précédents, pour mes homologues. Donc moi je représente la ville de Lyon. La ville de Lyon, donc on a eu une première édition en 2022 avec 12,5 millions d'euros. La ville de Lyon, c'est un peu plus de 500 000 habitants avec, la particularité qui est partagée par certains, c'est qu'on a, voilà, 9 arrondissements. Donc on avait les 9 arrondissements plus un budget participatif avec des projets, tout Lyon, toute la ville. Donc ce qui nous a fait en fait 10 budgets participatifs, à gérer. On est vraiment sur une première édition, donc en 2022. Il y aura une seconde édition qui, aura lieu, l'année prochaine. Et donc qui dit première édition dit, on part de zéro, donc il a fallu, désigner et former des référents en arrondissement, en direction. Donc nous sommes, 2 personnes, qui travaillent au sein de la mission démocratie ouverte sur ce dispositif, mais en essayant de trouver nos bons interlocuteurs dans les directions, en leur parlant de, la participation citoyenne et du budget participatif. On a intégré complètement, l'outil dont je vais vous parler, Eudonet, à ces formations. L'idée, c'était d'avoir un outil ad hoc. Donc Eudonet, c'est un outil qui est utilisé par la ville de Lyon, mais uniquement pour la, gestion des contacts des mairies d'arrondissement, me semble-t-il, pour inviter les habitants au vœu du maire ou ce genre de choses. Mais il n'était pas du tout utilisé sur un mode de projet. On l'a développé pour le budget participatif, en, reprenant, copieusement, avec leur accord bien sûr, l'outil qui est développé, Eudonet par la ville de Paris, qui lui sert à gérer tout ça. C'était, vraiment dans un objectif d'avoir un outil, unique sur lequel on avait vraiment toute la durée de vie du projet, parce que dessus on a, les projets quand ils sont, à la phase idée, donc déposés par l'habitant, et ensuite voilà, l'analyse est dessus, le suivi de la réalisation est également dessus. Donc c'est un outil qui est accessible à tous nos référents qui travaillent sur le budget participatif et du coup qui ne fonctionne qu'avec la pleine adhésion, de tout le monde, et heureusement voilà, on a tout le monde qui est parti là-dessus et on avait vraiment voulu avoir cet outil pour, 3 choses. D'une part, on savait qu'avec, voilà 2 éditions sur la mandature, avec, 2 ans de différence, on allait avoir évidemment des gens qui allaient, partir, être remplacés, à leur poste. Donc c'était d'avoir une centralisation de toutes les données, pour pas qu'il y ait de déperdition. Donc voilà, quelqu'un qui arrive maintenant, à son poste et qui, aura à sa charge le budget participatif va pouvoir retrouver l'historique d'absolument tous les projets. On avait aussi ce besoin de minimiser les échanges par mail pour pas que la mission, nous, démocratie ouverte, on serve uniquement de passe-plat entre les mairies d'arrondissement et les directions, et de garantir la transparence du dispositif parce que, je parle au niveau interne, parce qu'on arrivait vraiment sur un nouveau dispositif, donc élu direction, personne ne savait trop ce qui allait se passer, et le fait qu'on ait cet outil qui soit partagé par les directions, par les mairies d'arrondissement, par le cabinet central, permet à tout le monde de trouver les mêmes informations, et de se dire que, bah, voilà, les mairies d'arrondissement ont toujours accès à l'analyse, qui est faite par les services, en temps réel, également au suivi des réalisations, et donc voilà, ça évite, tous ces mails, et tout le monde comprend ce qui s'est passé parce que tout le monde a accès, à l'information. Donc dans cet, outil que je vais vous montrer dans un instant, donc on peut faire du traitement de texte. Nous, c'est ça qui était important, c'est d'avoir cette espèce de boîte de dialogue, où toutes les directions vont parler à l'intérieur et les mairies d'arrondissement vont parler à l'intérieur même d'un projet. Donc vraiment toutes les questions se posent là-dessus. On a vraiment, l'historique. Ce qui était important pour nous aussi, c'est d'avoir un système un peu de, d qu'on a appelé nous des tags, c'est-à-dire, de savoir, à chaque fois sur un nouveau projet, on va le taguer, sur, que ça soit sur sa localisation. Si ça touche sur un parc, par exemple, on lui mettra le tag du nom du parc, ou si sur des thématiques, je pense qu'on a tous les mêmes. On a évidemment eu 1 milliard de projets sur les vélos, sur, les bornes à compost, ce genre de choses. Et ben, du coup, ça nous permet par la suite de faire des filtres et très rapidement de retrouver tous les projets compost, tous les projets, vélo, tous les projets, ce que vous voulez.
boîte à livres, ce genre de choses. De faire des filtres multiples pour les arrondissements ou les directions aussi. Je voudrais tous les projets, toutes les idées qui ont été déposées et qui correspondent à un projet culturel, mais qui se passe dans un parc et dans tel arrondissement. Voilà, on a des filtres multiples où on peut faire ce genre de choses. Un peu de data visualisation comme tout le monde. Il y a des possibilités de mailing que nous, on n'utilise pas. Voilà, ce qui peut peut-être se faire. Et donc voilà, c'est vraiment un outil en tout cas ad hoc qui a été créé par la mission Démocratie ouverte avec l'appui du service informatique. Et c'est nous qui le gérons, qui sommes référents techniques, donc qui gérons effectivement les problèmes de mots de passe de quelqu'un, tout ça. Ça se passe par un système d'abonnement. Donc on a un certain nombre de comptes et les comptes sont utilisables par plusieurs personnes. Par exemple, on va donner 2 comptes aux mairies d'arrondissement et toutes les personnes de cette mairie d'arrondissement peuvent se connecter via ces comptes-là, à partir du moment où elles ont le mot de passe. Par contre, 2 personnes ne peuvent pas être connectées sur un même compte en même temps. Mais voilà, c'est un site internet, donc c'est pas du tout un logiciel téléchargé sur l'ordinateur, donc on peut accéder 24/24, 7/7 si on souhaite. Et c'est vraiment chaque direction, en fonction de l'importance qu'elle a au sein du budget participatif, va avoir plus ou moins de comptes, parce qu'on va avoir plus ou moins de personnes. Mais voilà, avec ces comptes-là, nos référents ont des comptes par contre nominatifs, mais sinon ils peuvent être plusieurs là-dessus. Et donc c'est un système d'abonnement qui est très coûteux. On a une cinquantaine de comptes et on peut estimer qu'on a à peu près une centaine de personnes qui utilisent quasiment au quotidien, on va dire, cet outil. Et on est sur un abonnement, on est à 35 000 € par an. Donc c'est très cher, mais c'est un investissement qui a été fait pour avoir vraiment un outil à la hauteur de, voilà, des 12,5 millions et des potentiels 3 000 projets à gérer dans le cadre du budget participatif. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en partageant ça, bien évidemment. Hop. Alors, voici cet outil. Donc, un outil avec les différentes phases dont je vous parlais du budget participatif. Donc, on a la phase idée, analyse. Bon, il y a eu la phase vote et la phase de groupement de projet que vous connaissez bien. Et suivi des réalisations, on peut ajouter des documents aussi. Donc là, on a à peu près 1500 idées qui ont été déposées pour la première édition. L'idée, c'est qu'on a voilà, pas mal d'idées qui vont directement s'arrêter dès la première lecture parce qu'elles sont hors compétences, hors tout ça. Nous, par exemple, on n'a pas les compétences métropolitaines en termes de voirie, donc autant vous dire que ça correspond à un certain nombre de projets. Donc, c'est d'avoir cette liste-là et c'est un import qu'on a fait très facilement. On est sur la plateforme d'OSP et on a importé toutes les idées et on les a mis voilà, dans ce logiciel dans lequel on a des éléments qui ont été déposés vraiment par les habitants, que ce soit voilà, le pseudo, l'email ou le titre de l'idée, également la descriptif. C'est pour tous les comptes, heureusement. C'est vraiment pour tous les comptes, c'est pour toute l'utilisation du dispositif. Et on a voilà, le lien URL des pièces jointes, on a la description du projet et nous, à l'intérieur, on va vraiment suivre l'idée en disant, bah, tiens, on aurait besoin de l'avis de la direction centrale de l'immobilier, par exemple. Donc nous, on va cocher qu'on a besoin qu'elle puisse réagir sur cette idée. Et cette direction va arriver en disant, moi, je veux que les projets ou le besoin d'avis de la direction centrale est coché en oui. Donc, avec ce système de filtre, elle va pouvoir répondre. On a les mairies d'arrondissement qui, en filtrant leurs projets, vont également pouvoir donner, évidemment par un avis, on n'est pas sûr de l'opportunité, mais peut-être voilà, les CRS, mais parfois de dire « Ah bah, on connaît bien, c'est une idée qui est revenue plusieurs fois par des collectifs, effectivement » que des éléments qui peuvent être utiles pour l'analyse par les services, le cabinet de l'hôtel de ville, voilà, il y a pas mal de personnes qui peuvent interagir à la première idée. Et soit on estime que l'idée est recevable, et dans ces cas-là, on lui indique une direction pilote, soit, je vais prendre le projet suivant qui était recevable, on a le même cheminement, donc on a voilà, un peu la même chose de tout ça. Pardon, je peux m'appeler. Mais par exemple, cette idée n'était pas recevable et donc directement là-dessus, il va y avoir d'autres cases qui vont s'ouvrir. On va avoir voilà, d'autres possibilités. Et donc là, est-ce que c'est arbitré? Est-ce que c'est un projet métropolitain? Quel est le motif? Et on va écrire le message de refus qu'on mettra sur la plateforme. L'idée là, c'est qu'on est en train de vouloir travailler à une automatisation pour qu'en cochant ici, hop, sur un bouton, ça s'envoie directement sur le site
d'OSP, la plateforme visible par les habitants. En gros, là, ça nous permet de dire aux mairies d'arrondissement et à tout le monde, regardez, on a déjà écrit le message de refus, est-ce que tout le monde est OK là-dessus? Et tout le monde est autonome pour aller consulter toutes ces idées. Donc ça, c'est vraiment dans la première étape. Donc on a un certain nombre d'idées qui seront valables ou non. Celles qui sont recevables, du coup, on va les retrouver sur un même système de liste et on va retrouver voilà, un certain nombre d'idées qu'on avait déjà. Et donc là, les directions vont pouvoir, avec la description de l'idée et les notes qu'ont mis éventuellement les mairies d'arrondissement, tout ça, et vont pouvoir voilà, communiquer dans cette petite boîte de dialogue. Et c'est ça qui va nous servir vraiment de support pour le suivi des idées et de dire, voilà, moi je pense que c'est faisable, moi je pense que c'est pas faisable, et mettre un certain nombre d'éléments. Voilà, finalement, on estime que c'est après analyse, on estime que c'est faisable, voilà combien ça coûterait. Et en fait, voilà, on a là typiquement une idée, un projet déposé par un habitant qu'on a estimé faisable. Donc, on va lui réécrire un texte, on va écrire sur cette même page le petit mot qu'on va mettre sur la plateforme qui est visible par les habitants pour dire félicitations, après analyse, votre projet est soumis au vote. Voilà, là, on a vraiment toute cette phase d'analyse qui va se passer sur une fiche unique. Et si les projets ont été votés, nous en avons un peu plus d'une centaine qui a été voté pour la première édition. Pareil, on a un système de liste et après, si je rentre dans un projet, on a là tout le suivi du projet. Donc, c'est toujours les mêmes directions, toujours les mêmes arrondissements qui ont l'habitude, du coup, de retrouver à peu près cette même architecture et qui vont retrouver toutes les informations sur un projet. Donc, on retrouve le titre, l'adresse, l'arrondissement, le quartier. On met un certain nombre d'éléments qui pourraient par la suite nous intéresser pour faire des filtres. Ils peuvent voir dans une case le petit mot qu'on a marqué à l'attention des habitants sur la plateforme qui est visible. La plantation est prévue pour l'automne, voilà. Et dès qu'on saura la date de la plantation, on modifiera le texte et on dira la plantation est prévue le 12 décembre. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer. Et tout le suivi voilà, du projet se fait là-dessus. Ah, il y a un rendez-vous le 17 pour le devis des fosses de plantation, voilà, nous dit les espaces verts, et on marque tout l'historique en fait de la réalisation d'un projet. Donc on y retrouve, voilà, on peut mettre des différentes dates, les trimestres et après le chef de projet. Et donc tout le monde, voilà, peut avoir accès à ça avec comme pour d'autres logiciels, d'autres manières de voir un petit peu les éléments, que ce soit des graphiques, que ce soit les prochains projets qui vont se réaliser. On a des tableaux de bord, on a un certain nombre de choses. Pour reprendre la question de tout à l'heure, on n'a pas de notification dès que quelqu'un modifie une fiche, et tant mieux aussi parce que voilà, il y a énormément de fiches. En revanche, il est possible de programmer des exports, c'est-à-dire que moi je peux demander, parce qu'il y a évidemment plein de types d'exports ou de graphiques qu'on peut faire, de dire je voudrais tous les mardis, je voudrais tous les projets dont la date de chantier est prévue entre la semaine suivante et le mois d'après, quoi. Et donc on peut se prévoir un petit peu des exports. Par exemple, on a des directions, mais ça du coup on le module en fonction des envies. On a des directions qui, lors de la phase d'idées, quand les idées sont déposées par les habitants, elles aiment bien recevoir. Je veux que toutes les semaines, je reçoive les nouvelles idées qui ont été déposées par les habitants et qui concernent la culture, par exemple. Et là, voilà, on peut avoir un export programmé comme ça. Voilà pour notre outil. Avec des petits pictos et tout, pour dire si c'est programmé, fait, tout ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, ou si tout est clair et limpide pour vous. Et si je passe la parole à OSP pour la suite. En tout cas, quelqu'un te remercie, Hélène. J'imagine qu'il n'y a pas, en tout cas sur le chat, il n'y a pas de questions supplémentaires. Eh bien, Valentin, peut-être, si tu veux prendre la suite. Oui, merci. Merci Hélène. Et merci à toutes et tous pour votre accueil dans cet échange. Je vais peut-être commencer rapidement par me présenter. Donc Valentin Chaput, moi je suis l'un des fondateurs et je suis le directeur général d'Open Source Politics.
qui est donc une entreprise qui, en l'occurrence, déploie le logiciel libre Decidim, notamment donc pour Loire-Atlantique, Lyon, Angers, Toulouse, donc, et quelques autres, je crois, dans la salle. Donc, voilà, on travaille, on réfléchit à ces sujets d'évaluation des démarches participatives et plus spécifiquement d'analyse des budgets participatifs depuis quelques temps, notamment en échangeant avec les autres personnes qui m'ont précédé dans les présentations. Nous, notre objectif à chaque fois, c'est d'essayer de trouver des logiciels libres qui peuvent répondre aux besoins, puisque je crois que dans les 3 exemples qui ont été montrés, ce sont des logiciels propriétaires à chaque fois qui ont été acquis par les collectivités. Et en l'occurrence, pendant assez longtemps, on n'avait pas vraiment de réponse sur la question. Et donc, Decidim, dans le back-office, il y a des petites capacités à faire de l'évaluation. Mais comme vous le voyez, dès qu'on est une grosse collectivité, qu'on a quelques centaines de milliers de projets et des dizaines d'interlocuteurs qui doivent intervenir, très vite, ça ne suffit pas. Donc, on était un peu démunis sur le sujet. Évidemment, la plateforme peut exporter des fichiers qui ensuite sont réimportés dans d'autres logiciels. Et en fait, on s'est aperçu que, aussi en discutant avec la Commission nationale du débat public qui avait des besoins très spécifiques, avec des gens qui font des enquêtes publiques qui ont encore d'autres besoins d'évaluation, et puis avec ne serait-ce qu'entre les 3 ou 4 collectivités présentes, vous voyez que c'est pas toujours les mêmes jalons, même type de personnes, même type d'organisation. Donc en fait, ça nous paraissait compliqué de développer quelque chose directement dans Decidim qui corresponde à tout le monde. Et on préfère, on l'a déjà fait sur d'autres objets, on préfère trouver des logiciels spécialisés qu'on va venir interfacer avec la plateforme de participation qui, elle, fait bien son travail. Et en l'occurrence, ces derniers mois, donc c'est assez récent, vous allez avoir un peu une avant-première. Aujourd'hui, on a croisé la route d'un logiciel qui s'appelle Grist, qui est donc aussi un logiciel libre, qui a été créé aux États-Unis pendant les années Covid et qui a été repéré par l'ANCT, donc l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, avec qui on a aussi la chance de travailler. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel est co-développé par Grist Labs, donc, qui est l'entreprise aux États-Unis qui l'a créé en open source, et l'ANCT, qui a déjà une équipe qui travaille sur le sujet. Donc ça, j'y reviendrai après, parce que ça peut répondre aussi à une question de moyens pour des collectivités plus petites. Qu'est-ce que Grist? Avant de vous faire une petite démonstration, un peu crash test en réalité aussi pour moi, c'est un logiciel de collaboration sur de la donnée. Et donc, même si aujourd'hui on va le voir dans le cadre des budgets participatifs, en fait, potentiellement, on peut traiter toutes les données. Puisque en réalité, leur outil, il le présente comme le mélange d'un tableur, donc les différents fichiers Excel que vous pouvez manipuler ou déjà intégrer dans d'autres outils, une base de données, donc là aussi on rejoint un peu ce que fait Sphinx, sans doute ce que fait Eudonet, c'est-à-dire en réalité une sorte de tableur intelligent dans lequel on peut faire des jonctions entre des données différentes et en ressortir une analyse, des visualisations. Et puis la troisième brique, qui peut-être est un peu différenciante, c'est la logique de no-code. Et le no-code, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'on n'a pas besoin d'être un développeur pour modifier le logiciel et son comportement. Et donc, je vais vous montrer tout ça tout de suite, mais peut-être avez-vous entendu parler d'un logiciel qui s'appelle Airtable, que vous utilisez, qui est une sorte d'évolution d'Excel en ligne. Airtable, c'est un logiciel très connu, très répandu, mais qui n'est pas open source. GristLab, d'une certaine manière, a souhaité créer l'alternative open source de Airtable. Donc si vous connaissez déjà Airtable, vous avez une bonne idée de ce qu'on va pouvoir faire avec Grist. Donc je vais essayer de partager mon écran, vous allez me dire si vous voyez bien. Et j'espère que mon son va tenir aussi. Je vais peut-être couper ma caméra en attendant, parce que j'ai parfois des petites difficultés de connexion. Alors, vous m'entendez bien, c'est bon? Ça a l'air d'aller. C'est tout bon, on m'entend. Ok.
Alors, je précise aussi que c'est un logiciel qui a un mode sombre et un mode lumineux. Par défaut, dans mon navigateur, j'ai le mode sombre. Donc, si vous préférez un mode lumineux, il y a la possibilité d'avoir la même chose en blanc et le texte en noir. L'idée, c'est que dans Grist, on va créer donc des projets. Et je vous je vais vous en montrer deux. Un très simple pour comprendre comment ça marche, et puis un pour essayer de représenter le travail sur un budget participatif. Donc tout simplement, un export d'un tableur Excel qui sort de Decidim. En l'occurrence, c'était un budget participatif de la ville d'Angers. On l'intègre, on retrouve toutes nos colonnes. Ce qui est intéressant, c'est que on peut assez facilement faire un travail de modification. Donc là, par exemple, on s'est aperçu que, alors évidemment, je peux agrandir un petit peu, dans un export brut, en l'occurrence de cette plateforme-là, on avait des balises HTML qui restaient apparentes. Et assez facilement, en fait, on peut demander au logiciel de nous retraiter toutes les données. Donc là, on a pris cet exemple-là, mais vous pouvez imaginer d'autres traitements de données que le logiciel peut vous faire avec une petite formule qui est à intégrer et à développer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir beaucoup de souplesse avec votre tableur. Déjà, vous pouvez choisir ce qui est visible ou pas visible. Donc, on va se mettre là, par exemple. On veut enlever cet indicateur dont on ne se sert pas. Hop, il va disparaître instantanément. Voilà. Et il est dans des colonnes qu'on peut venir réafficher si on en a besoin. Autre possibilité, c'est qu'on va pouvoir modifier la vue de ce tableur. Plutôt que d'avoir un tableur, ça je vais vous le montrer après, cela dit, ce sera encore plus intéressant. Mais donc on a ce constat souvent que on a d'un côté les propositions, de l'autre on a un autre fichier avec tous les commentaires. Et en général, on arrive à ça, on a juste une indication de quel commentaire va sur quelle idée, mais on n'unifie pas dans Decidim, dans des exports de Decidim, les deux données. Et là, en fait, sur Grist, assez facilement, en créant une jointure sur cette information qui relie le commentaire à son idée, on va pouvoir recréer le lien entre une idée et ses commentaires. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, là, on a deux fichiers différents et on crée une vue commune. Et en fait, on va créer une vue intelligente. C'est-à-dire que là, par exemple, je reprends mon exemple que je voulais faire. Voilà. Donc évidemment, on peut modifier les intitulés, etc. De ce côté-là, on peut dire qu'on veut une vue table. Alors, peut-être que le partage d'écran ralentit un peu les choses. On veut une vue table. Et ici, on veut juste les commentaires. Donc, je vais me mettre sur les pistes cyclables des jardins et hop, je change de commentaire. Je veux là, je change les commentaires, etc., etc. Et donc, assez facilement, quand on va modifier une information dans un des tableurs, ça va automatiquement s'actualiser dans les autres. Et donc ça, en fait, on a une souplesse justement de type base de données pour rajouter de l'information autant qu'on le souhaite, pour retraiter de l'information du tableur initial et ensuite, du coup, avoir différentes vues très souples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, assez facilement, on va aussi pouvoir imprimer ou exporter des contenus. Tout à l'heure, on avait des questions, donc là, on pourrait imprimer plein de commentaires. On pourrait aussi, du coup, évidemment, exporter toutes les données au fur et à mesure. Et on le verra tout à l'heure, on peut afficher aussi des pièces jointes. Elles vont se visualiser dans l'interface. Et puis, c'est très simple. Hein, si par exemple, on se dit qu'on ne veut pas faire apparaître les noms des utilisateurs parce qu'on a envie de protéger leur identité, on veut juste que les services évaluent le contenu, et on va le laisser, on va pouvoir enlever en un clic une des colonnes qui ne nous intéresse pas. Alors évidemment, toute l'interface là est en anglais, mais c'est des choses qui peuvent être modifiées et traduites. Si une utilisation par différentes collectivités en France. L'idée là, c'est qu'on va essayer d'aller un peu plus loin et on va regarder toujours un même tableur avec beaucoup d'idées.
on va pouvoir assez facilement refaire une vue plus facile à utiliser, plus navigable, à partir de nos différentes propositions. Alors, il se trouve que aléatoirement, la première est celle-ci. Et donc, on voit en fait finalement les mêmes informations qu'ici. Les idées sont classées par ordre en l'occurrence par ordre de popularité sur la plateforme. On va retrouver donc une carte qui permet de voir beaucoup plus agréablement les données. Et puis, il suffit de cliquer, ça met à jour et on change de carte facilement. Ce qui est intéressant ensuite, c'est que on peut retrouver évidemment les mêmes phases de traitement, de projet soumis au vote, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout modifier en quelques instants. Et donc, c'est beaucoup plus souple que des logiciels qui, à la base, ne sont pas forcément conçus pour ça et pour lesquels il faut demander à des développeurs de faire des vues spéciales, etc. etc. Là, en quelques heures de formation, de test et de maîtrise de l'outil, vous êtes amené à faire vous-même le type de vue que vous voulez, le modifier, ajouter des liaisons entre vos différentes données, choisir ce que vous affichez. Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite, mettons sur une phase de traitement, on va se retrouver toujours avec la même idée. Donc, on a le détail de l'idée ici. Et puis, si on le souhaite, on peut attribuer donc des rôles. Donc, MPC, en l'occurrence, c'est la mission participation citoyenne, donc le service de Karine. Et on va pouvoir définir qui est référent du suivi de cette proposition. De la même manière, on va identifier qui va être la direction instructrice, ou le service, ou l'arrondissement qui est concerné, etc. etc. Et un peu comme ça vous a été montré sur d'autres logiciels, on va centraliser des retours qui peuvent être du texte court, du texte long, qui peuvent être aussi des éléments avec des chiffres, qui peuvent être aussi des toggles, quoi, des options oui-non. Et donc, on va dire, OK, après, on va pouvoir filtrer toutes celles qui sont faisables, par exemple, assez simplement. Et puis, on va pouvoir relier à d'autres idées. Et là, normalement, je vais avoir la liste de toutes mes autres idées. Et hop, en Villefleury, on va dire que c'est relié dans la phase d'évaluation. Ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que, vous voyez, je suis juste un administrateur. Si je veux complètement changer ma page, j'ai changé en un clic. Mes données restent bien là. Et donc ça, en fait, en tant qu'administrateur de votre espace, vous pouvez créer vous-même le tableau de bord qui va correspondre à votre budget participatif ou à chaque étape de votre budget participatif. Ce que je voulais vous montrer pour finir, voilà, c'était le fait que ce qui est important, c'est que vous avez aussi la main sur les équipes qui vont accéder et les permissions que vous allez donner. Donc, ça se règle de deux manières. D'abord, vous devez renseigner qui sont vos interlocuteurs. Et en l'occurrence, ce qu'on va observer, c'est qu'ici, on va utiliser cet interlocuteur qui correspond à la direction des bâtiments pour cette démo. Et donc, vous créez les équipes qui vous intéressent. Il y en a une infinité, c'est un tableur. Si vous voulez rajouter espace vert, vous pouvez le faire. Et immédiatement, normalement, je dois pouvoir mettre quelqu'un chez espace vert. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça. Et ensuite, c'est que le logiciel, donc c'est une partie qui est un tout petit peu plus technique, mais c'est là que nous, on est en train aussi un peu de monter en compétence pour ensuite vous accompagner, c'est que vous allez définir avec une granularité infinie les rôles et les accès des utilisateurs. Donc là, forcément, c'est du code, mais ça veut dire que quelle que soit votre direction, et donc quel que soit le lien qui a été fait entre votre compte de collaborateur et l'une des directions autorisées, vous allez pouvoir, par exemple, donc ça, c'est une logique, le CRUD, c'est en informatique, c'est le fait de créer, donc create, read, c'est voir, update, c'est mettre à jour, et delete, c'est détruire une donnée. Donc, en réalité, quand je suis gestionnaire de l'espace, je peux tout voir, tout créer, tout détruire et tout mettre à jour. Par contre, quand je vais être dans une direction,
il faut que je puisse voir et mettre à jour, mais pas forcément créer des nouveaux projets ni les supprimer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, avec des règles informatiques, on va dire, si je suis dans la direction des bâtiments, je ne vais pouvoir voir et mettre à jour que les propositions qui sont attribuées à la direction des bâtiments. Et donc, si ça marche bien, à nouveau, c'est un peu une démo crash test, je change de rôle et je m'appelle Franck et je suis dans la direction des bâtiments. Et voilà, je vois en tant que Franck. Et dans les projets à analyser, eh ben, je n'ai plus les 500 projets de la ville, j'ai plus que les 2 projets qui m'ont été attribués. Et là, on peut même aller encore un peu plus loin et se dire que je peux ou pas gérer certains des champs. Donc peut-être que je ne peux pas, alors, je ne suis pas sûr qu'on était jusque-là, on n'a pas été jusque-là, mais par exemple, on peut dire que la décision finale de faisabilité, c'est le directeur de service qui va la donner. Et Franck, il peut juste compléter la réponse et le montant du devis. Alors, on va dire que c'est pas très, on lit pas très bien, donc on va peut-être changer à nouveau de mise en page. Et on va essayer de mettre tout en haut. Ah ben non, je l'ai même sorti là, carrément. Tac, voilà. Bon, on va avoir un peu plus de place ici pour avoir, etc. Donc vous voyez qu'on a la main très simplement. Et donc, en tant qu'administrateur, on peut aussi assez facilement se mettre à la place des autres utilisateurs, voir ce qu'ils peuvent voir et potentiellement donc débugger leur situation. Voilà, dans les grandes lignes. Et après, l'idée, c'est que la souplesse de cet outil, c'est que ça peut marcher pour un budget participatif. Mais en fait, ceux qui s'en servent déjà en France, et c'est notamment un outil qui a été adopté par l'Eurométropole de Strasbourg depuis quelques mois, ils font complètement autre chose avec. Ils ont commencé par retranscrire une base de données d'interaction avec des usagers sur un domaine spécifique, qui était une base de données qui devenait un peu caduque. Ils avaient un problème avec un ancien logiciel qui n'était plus mis à jour. Ils ont tout mis là-dedans. Au début, forcément, il y avait un peu de réticence des agents pour changer d'outils, etc. Et puis, quand ils ont commencé à s'en servir, en fait, ils se sont aperçus que ça pouvait leur servir pour plein de projets de suivi en interne, bien au-delà de leur première utilisation. Et petit à petit, il y a un effet d'essaimage. Et nous, on part du postulat que ça peut être un peu la même chose, c'est-à-dire que une fois qu'on commence à tester l'outil, à voir son potentiel, on peut imaginer beaucoup de dispositifs qui vont s'appuyer dessus et faciliter tout simplement les relations de travail et de collaboration entre différents agents. Et évidemment, on peut imaginer aussi à terme que je crois que c'était Laura Atlantique qui en parlait tout à l'heure, potentiellement à terme, vous pouvez aussi avoir des vues qui sont partagées à l'extérieur avec, mettons, les conseils citoyens, ou dans lesquels vous avez masqué toutes les données personnelles que vous ne vouliez pas partager tout à l'heure. Et donc vraiment, la force de cet outil, c'est d'un côté cette granularité absolue dans les droits. Vous pouvez créer autant de profils différents et leur donner des règles d'accès, etc. La relative simplicité pour faire ça, parce que nous, c'est un logiciel qu'on connaît depuis quelques semaines à peine et on a mis quelques heures à essayer de concevoir cette démo et la rendre un minimum interactive. Et donc, c'est assez facile, ça va assez vite. Et puis, très simplement, il peut y avoir des utilisateurs qui se spécialisent un peu dans les organisations, dans les DSI, pour utiliser cet outil. Puisqu'à nouveau, je vais arrêter la présentation ici. C'est un logiciel libre, donc l'avantage, c'est que il y a une grande souplesse sur le format. Donc, effectivement, c'est la première question de Karine, c'est comment il est disponible ce logiciel. Nous, l'objectif avec Open Source Politique, c'est effectivement de le proposer en SaaS, sur un modèle qui est assez équivalent à ce qui a été présenté par les autres, c'est-à-dire qu'on est sur des logiciels où ce qui compte, c'est le nombre d'utilisateurs et les rôles différents des utilisateurs. Donc, en fait, c'est surtout là-dessus qu'il y a des accès au logiciel sous forme d'abonnement et évidemment un certain nombre de prestations qu'on va proposer autour pour vous aider dans la conception de toutes les interactions, de tous les rôles. Vous avez vu qu'il faut faire un peu de code, donc c'est du Python pour information, parce qu'il y a des
des collègues techniciens dans l'assistance. Et donc, quelqu'un qui maîtrise un petit peu le Python peut interpréter les données comme il le souhaite. À nouveau, c'est un logiciel de base de données à l'origine. Donc, il y a la possibilité de l'avoir en SaaS, et donc, ça sera évidemment proportionnel au nombre d'utilisateurs et aux services qui sont demandés autour. Il y a aussi la possibilité de l'installer au sein d'une collectivité, c'est ce qu'a fait l'Europe Métropole de Strasbourg. Donc là, il y a une autonomie totale de la collectivité. Elle possède, enfin, elle a hébergé elle-même le logiciel et elle en fait ce qu'elle veut et elle ne paye pas un prestataire externe pour le gérer. Et enfin, je crois avoir le droit de le dire, donc l'ANCT se spécialise sur ce logiciel pour les administrations centrales de l'État. Donc ça commence à se déployer au sein de l'État. Et dans les échanges que j'ai eus avec eux, ils m'ont indiqué qu'une de leurs missions potentielles, c'était d'accompagner les petites collectivités dans la mise à disposition de l'outil. Donc ça reste à voir avec eux, mais pour des collectivités de 5 000, 10 000 habitants, il est possible qu'il y ait des services plus avantageux qui soient proposés par l'ANCT que par des prestataires comme Open Source Politics. Et évidemment, la question ensuite numéro 2 de Karine, c'est comment circulent les données. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez intégrer n'importe quel fichier Excel, tableur en fait, dans Grist. Ce qui veut dire que même si vous n'utilisez pas Decidim, évidemment, vous pouvez aussi vous servir de Grist. Et normalement, il est aussi possible de connecter une API à Grist. Donc, ça veut dire que les données vont venir automatiquement s'intégrer dans Grist au fur et à mesure que les propositions arrivent, par exemple, dans la phase initiale. Ça, nous, on ne l'a pas encore testé, mais normalement, ça fonctionne comme ça. Et tout l'intérêt pour nous, mais ça n'est pas encore possible, du coup, plutôt côté Decidim d'ailleurs que côté Grist, c'est qu'une fois que vous avez renseigné les informations dans Grist, il faut venir les réimporter dans le logiciel de participation citoyenne. Et en l'occurrence, il y a des développements sur Decidim il y a une API sortante de Decidim, mais pour re-rentrer dans Decidim des données, pour l'instant, on ne fait pas complètement ce qu'on veut. Et donc, il y a des développements en cours sur 2024 pour pouvoir réintégrer des données. Et typiquement, on peut imaginer qu'à terme, il y a un flux où tout est collecté sur votre plateforme participative. Vous avez Grist pour que vos différents services analysent avec des tableurs et assez souples et assez simples d'utilisation renseignent toutes les informations qu'ils doivent renseigner. Et puis à la fin, vous avez une étape où vous renvoyez tout sur votre plateforme. Et si ça marche bien, mais ça, c'est pas non plus pour tout de suite, je ne le promets pas pour tout de suite, vous avez gagné énormément de temps dans l'histoire, puisque vous n'avez plus à faire des copier-coller ou à réintégrer manuellement des données. Voilà à peu près ce que je pouvais dire sur Grist. Et peut-être une dernière... voilà, non, c'était à peu près tout. Et puis après, c'est plutôt si vous avez des questions que je serais ravi d'y répondre, de tenter d'y répondre. Julien. Est-ce qu'on a une échelle de prix à peu près pour se rendre compte de ce que vous... sur quel niveau vous êtes? Alors, c'est assez nouveau et du coup, ce qui est sûr, c'est qu'on sait déjà qu'on doit l'installer là pour le début d'année prochaine. On est en train de justement aller au bout de ce qu'on arrive à faire, à pas faire, etc., pour être précis là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que la manière dont on va concevoir cette offre, c'est donc de proposer un accès payant par utilisateur, comme les autres. Du coup, pour information, le modèle SaaS aux États-Unis, il est à 8 $ par utilisateur par mois, par utilisateur actif par mois. Et donc, probablement qu'on sera à peu près dans des domaines équivalents, avec une version qui aura l'avantage d'être hébergée en France, contrairement
au SaaS actuel aux États-Unis. Et ensuite, la logique, c'est qu'on n'a pas besoin, si c'est en SaaS chez nous, on n'aura pas besoin d'avoir des coûts d'installation, puisque ce sera déjà installé par nous. Par contre, ensuite, il y aura une palette de prestations optionnelles, de formation, de configuration des espaces pour différents types de projets. L'intérêt, je crois que tout à l'heure, quelqu'un parlait de mutualiser des dépenses. L'intérêt, c'est aussi que, typiquement, si on crée un thème gestion de budget participatif dans Grist, c'est un peu ce qu'on fait avec Decidim déjà. Si 3 collectivités en ont besoin en même temps, on divise le prix par 3. Ou alors si une a déjà investi avant les autres, créer le thème par défaut, ce sera gratuit pour les suivants, puisque ça existera déjà. Et puis évidemment, après, tout est dans la personnalisation, tout est dans tout ça. Donc, je n'ai pas encore un tarif très, très précis à donner, mais la logique, c'est qu'on va l'évaluer évidemment en fonction des besoins exacts du cahier des charges de chaque, des premiers à s'y intéresser. Et il n'est pas impossible qu'évidemment, avec les premiers, puisqu'on va apprendre en même temps qu'eux, il y ait peut-être des prix un peu plus intéressants, puisqu'on ne garantit pas forcément le succès parfait de tout dès la première utilisation. Voilà. Mais normalement, on va très vite monter en compétence sur cet outil, et donc courant de l'année 2024, ça devrait bien fonctionner. Pour répondre à la question d'Hélène, du coup, c'est un peu ce que je disais avec l'histoire de l'API, c'est-à-dire le langage d'échange entre les plateformes. Par défaut, il est toujours possible d'exporter un fichier de Decidim et de l'intégrer dans Grist. Normalement, il y a une API qui doit permettre de récolter automatiquement les données de la plateforme participative et de les mettre dans Grist. Et donc ça, théoriquement, ça doit marcher avec Decidim, mais avec les autres logiciels, parce qu'en réalité, ils ont aussi des API. Et par contre, le fait de renvoyer les données de Grist vers Decidim ou un autre logiciel de participation, ça, à ma connaissance, c'est pas encore possible. On n'est pas encore allé jusque-là. Et alors, effectivement, il y a tout un volet. Donc là, moi, je ne vais pas aller jusque-là parce que je ne sais pas le faire. Mais il y a aussi tout un volet de visualisation possible. Puisque en fait après c'est notamment pour je sais pas, par exemple le taux de rejet ou de taux d'acceptation. À la fin vous pouvez sortir un camembert avec il y a 42 propositions acceptées, 25 refusées, voilà. Normalement il y a déjà des options qui permettent de visualiser dans Grist. Et ce qui est intéressant, mais là ça va encore plus loin et ça dépasse aussi ma propre compréhension, c'est que Grist a une sorte d'éditeur de modules à l'intérieur, toujours en no-code, hein, c'est-à-dire que normalement, il n'y a pas besoin d'être un expert informatique, c'est juste il faut arriver à suffisamment bien manier ces tableurs pour commencer à avoir des choses très personnalisées et qui vont pouvoir être des widgets même qui peuvent se réinstaller sur un site et collecter de la donnée directement pour la transférer vers Grist. Mais là, on va vraiment beaucoup plus loin, je garantis rien. Sauf que j'ai déjà vu l'équipe de Grist du coup le faire, et effectivement le champ des possibles est assez large, parce qu'en réalité c'est un outil très souple pour gérer des vues tableurs et des bases de données, quoi. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Pensez à ce que vous faites dans Excel, pensez à ce que vous faites dans Airtable si vous l'utilisez. Théoriquement, Grist doit y arriver. Grist a aussi toutes les fonctions de base d'Excel, si vous voulez faire des formules, si vous voulez faire des choses comme ça. Donc c'est pareil, ça mérite d'être encore exploré de notre côté. Mais voilà, ça va bien au-delà de la gestion d'un budget participatif potentiellement. Voilà. Et puis, il y aura des démos beaucoup plus complètes et pertinentes dans quelques semaines, parce qu'encore une fois, on apprend à maîtriser l'outil. Et puis, pour ce qui est de nous contacter, je pense que dans la boucle mail, peut-être avec le replay, on pourra laisser nos coordonnées. Moi, j'avais une question, Valentin. On est sur un système où chaque utilisateur, collaborateur se connecte avec des identifiants?
Alors effectivement, on se crée un compte sur la plateforme avec des identifiants, comme dans toute plateforme, et on a la possibilité, a priori, mais là aussi, ça restera un développement spécifique et c'est à préciser, on pourrait faire un SSO avec un annuaire, une collectivité. Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, donc en fait, vous pourriez utiliser votre connexion mairie ou département pour avoir directement accès. Et si on était malin, on arriverait à cartographier l'organigramme de l'institution. Et donc, vous êtes Franck des bâtiments, vous vous connectez, on sait déjà que vous êtes Franck des bâtiments parce que ça a été pré-renseigné via un autre tableur. Et du coup, vous avez tout de suite accès que à vos projets. Voilà. Alors, il y avait une question tout à l'heure, par exemple, sur des choses que, a priori, GRIS ne fait pas encore, c'est le coût des notifications. Donc, le fait que Franck a répondu, donc son supérieur hiérarchique peut venir voir et valider. A priori, ça n'existe pas encore. Mais c'est pareil, on n'est pas allé assez loin pour savoir comment il faut le faire, est-ce que c'est compliqué ou pas, quand est-ce que ça peut exister, etc. etc. Mais l'avantage, c'est que, à nouveau, il y a une équipe de développement qui rajoute des choses au fur et à mesure pour l'État avec la NCT. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont avoir aussi intérêt à faire, et probablement encore plus vite et mieux que nous. Donc, c'est un logiciel qui va sans doute pas mal progresser et qui, à nouveau, a l'avantage d'être un logiciel libre et avec tous les avantages que ça peut comporter, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout a été clair, du coup. Merci, on est super niveau timing. Tu vois, Karine, tu es une très bonne maîtresse du temps, finalement. Ouais, pas du tout. C'est vous qui avez assuré. Bon, du coup, je vais conclure. Du coup, merci à tous d'avoir participé, puis à nos intervenants, Julien, Amandine, Asnia, Emmanuel, j'oublie personne, Hélène et puis Valentin. Moi, je voulais vous dire que il existe au niveau du réseau national des budgets participatifs une enquête pour recenser un peu les besoins en termes de réflexion, retour d'expérience qui pourraient être attendus entre membres du réseau afin d'organiser des temps, alors comme celui-ci ou comme d'autres qu'on a pu faire avant. Alors à ce jour, il n'y a que les membres du réseau qui ont accès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous glisser dans le fil de discussion le lien pour l'enquête, pour ceux qui sont déjà membres du réseau. Alors, il y a déjà des propositions de sujets à mettre à l'échange, donc vous pouvez les soutenir si c'est un sujet qui vous parle et qui vous intéresse. Et puis, surtout, n'hésitez pas à venir compléter avec les sujets qui pourraient vous faire sens pour faire évoluer ou mettre en place votre dispositif. Et puis, sinon, je vais aussi glisser pour ceux qui ne l'auraient pas, mais normalement, le contact l'email du réseau national si vous avez besoin de compléments d'information. J'espère que j'aurai tous les emails pour vous transférer après la synthèse de cette présentation, ainsi que le lien qui vous permettra de revisualiser ce webinaire. Voilà, alors attendez, je vous le glisse tout de suite avant que ça coupe. Hop. Et puis n'hésitez pas à remettre dans le fil d'actualité aussi, le fil de discussion, des questions qui pourraient faire l'objet d'une FAQ qui vous sera transmise après. CTRL V, hop. Donc ça, c'est le... Hop, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, l'enquête. Hop, voilà. Donc normalement, si vous êtes membre du réseau, vous y avez accès. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter
à contacter le réseau. Et le réseau. Et... Voilà. J'ai ripé. Oui, c'est bon, c'est ça. Bizarre comment ça me l'a fait. C'est bon. Bon, bah, du coup, on va pouvoir conclure. Ah, bah, on est vraiment pile poil au niveau du temps. Nickel. Merci à tous encore une fois. Et puis, bah, rendez-vous à un prochain webinaire sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci, merci, Merci. merci à tous. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir, bien. au revoir. À bientôt. Au revoir. Aude, on enchaîne, nous? Chloé, je sais pas si elle est partie. Je t'entends pas, Aude, ton micro est coupé. Pardon, je parlais toute seule du coup. Ouais. Oui, on se retrouve oui, sur l'autre lien. ben, soit on se retrouve sur l'autre lien, sauf si c'est plus simple que tout le monde reste sur Teams. Mais je crois qu'elle est déjà partie, non, Chloé? Bah ouais, je crois qu'elle est partie, ouais. Ok. Bon, j'ouvre l'autre lien. Si jamais il y a un souci, on se Oui, on bah, se tient on au se refait courant. un. Ouais, ça marche. À tout de suite. À tout de suite.